Bonsoir, bienvenue sur Lundi Soir. Ce soir, nous accueillons Philippe Descola. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Pour les politiques du Faire-Monde, le dernier livre publié chez Seuil, qui est une partie de certaines conférences que vous avez tenues, les Tanner Lectures, et qui traite, comme son titre l'indique, du Faire-Monde, c'est-à-dire de l'idée que la politique n'est pas une politique simplement des individus, mais une politique des relations, et surtout une politique où les relations sont les sujets de la politique. Ce qui veut dire, au fond, que ce sont les mondes qui font de la politique, et qui sont la politique, plutôt que les individus. Pour mieux comprendre ce point de vue et entrer dans le détail, on peut simplement dire qu'il y a une stratégie anthropologique, philosophique, qui consiste à essayer de redonner un peu de splendeur à la question de la politique, peut-être même de profondeur, ce sont des termes qui reviennent, en la plaçant du côté du monde plutôt que de l'individualité. Dans ces conférences, on traverse l'animisme, donc on va définir, l'analogisme aussi, comme des modes ou des manières de faire de la politique, surtout de faire des cosmopolitiques, des politiques qui sont des mondes. Peut-être pour commencer ce livre, vu qu'il s'agit d'une stratégie théorique et politique aussi, est-ce qu'on peut essayer de comprendre en quoi l'anthropologie peut parler de politique et en quoi elle est politique, voire même, c'est le tout début du livre, en quoi elle a un aspect révolutionnaire qui n'est peut-être pas le même que celui de celui qui formule cette expression, Lévi-Strauss, au début du livre. Oui, je cite Lévi-Strauss en introduction, parce qu'on a l'habitude de le considérer comme étant un conservateur un peu tiède, et c'est lui qui a employé cette expression à la fin des années 30, alors qu'il était de passage à Paris depuis le Brésil, et il était invité par un groupe d'études de la CGT, à une époque compliquée de lutte extrêmement vive au sein de la CGT entre la SFIO et le Parti communiste, et Lévi-Strauss, qui avait été une des gloires de la SFIO, il faut le rappeler, et un marxiste un peu hétérodoxe, mais qui se considérait à l'époque encore comme un marxiste, avait intitulé sa conférence l'ethnologie, une science révolutionnaire. Et je crois qu'il entendait le mot révolutionnaire au plein sens du terme, c'est-à-dire au sens léniniste. Et pourquoi c'est une science révolutionnaire? C'est parce que, et je crois que c'est un constat que font tous les anthropologues qui vont sur des terrains lointains, qui font l'expérience d'autres manières de vivre le quotidien, les rapports hiérarchiques, etc., c'est que lorsque l'on revient chez soi, après avoir été immergé pendant des mois et des années dans une autre manière de faire monde, on ne peut que voir avec une extrême vivacité le caractère dévastateur, au fond, du système politique dans lequel on est inscrit à son retour, que l'on connaissait auparavant, et je pense que c'est dans le cas de Lévi-Strauss, s'il avait été socialiste, c'est qu'il avait de bonnes raisons de l'être. Moi, j'étais un militant d'extrême gauche aussi avant de partir sur le terrain, donc je n'étais pas complètement ignorant des réalités du monde moderne et en particulier du capitalisme. Mais c'était des réalités, pour lui comme pour moi, sans doute un peu intellectuelles. J'avais beau aller vendre rouge sur les marchés, j'avais pas de contact avec la classe ouvrière. C'était donc un léninisme trotskisant assez lointain par rapport. Je n'ai pas souffert dans ma vie et dans mon milieu familial de l'exploitation de classe. Et c'est mais c'est des choses qu'on a lues, on sait ce que c'est que le fétichisme de la marchandise, on sait comment fonctionne la formation de la plus-value, c'est des choses comme ça, on a appris ça avant. Et puis quand on revient, tout d'un coup, ça vous saute au visage, parce que lorsqu'on a vécu dans une société égalitaire, dans laquelle il n'y a pas de distinction, si ce n'est d'une distinction entre les genres. C'est certain que une distinction universelle, comme Françoise Héritier l'a montré, mais il n'y a pas de distinction de classe, il n'y a pas d'inégalité de richesse, il n'y a pas d'inégalité statutaire.
il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de marché. Donc tu as un monde extrêmement différent de celui dont on est familier, et tout d'un coup, le fait que le monde des Blancs soit le monde de la marchandise, comme le disait David Kopenawa, vous saute au visage avec une violence extrême. Et on s'en remet jamais tout à fait, bien sûr. Et on essaye d'utiliser ce qu'on a pu apprendre à la fois sur le terrain et surtout avec la fréquentation des travaux ethnographiques. On essaye d'utiliser son savoir pour essayer d'imaginer d'autres formes possibles de vivre ensemble qui soient évidemment différentes de celles dont l'ethnographie et l'histoire nous offrent un témoignage, que celles que l'on rencontre dans le monde moderne contemporain. Donc je pense que tous les anthropologues sont des réformateurs à bas bruit, si je puis dire, qui s'avouent à eux-mêmes, ou soit de façon franche, soit de façon déguisée, la nécessité qu'il y a, au fond, à instaurer un monde commun qui soit différent de celui dans lequel ils vivent. On est des éternels insatisfaits, d'une certaine façon. Et ce livre est un peu le produit de cette insatisfaction, oui. Vous commencez le livre avec ce rappel du fait que Lévi-Strauss se considérait un marxiste, même si un marxiste hétérodoxe, et on entend des échos de cette proposition d'une politique depuis l'anthropologie, donc depuis ce regard interstitiel entre une ontologie, un monde et d'autres. Mais je voulais entendre un peu plus, surtout du point de vue de la question du territoire et de la terre, qui apparaît à chaque fois qu'on entend parler d'un collectif dans le livre, la question de la terre retourne. Donc comme si la terre était le lieu de la politique, et comment ce lieu apparaît comme une réponse, une contreposition aux critiques marxistes à l'anthropologie aujourd'hui. Oui. Une chose qui frappe lorsqu'on pratique l'anthropologie et qu'on lit de l'ethnographie au quotidien, ce qui est mon cas, c'est les rapports extrêmement différents que la plupart des populations extramodernes entretiennent avec les lieux où ils vivent, et notamment avec ce qu'on appelle traditionnellement le territoire. On a tendance en Europe à projeter l'image du territoire tel qu'il s'est défini après la paix de Westphalie en Europe, c'est-à-dire comme un espace circonscrit, uni par le pouvoir d'un souverain, dont les frontières sont plus ou moins reconnues, plus ou moins, parce qu'évidemment il y a des conflits de frontières, voire des annexions, mais comme quelque chose de stable et qui est en fait entretenu par la présence du souverain. Or, le territoire, dans la plupart des peuples extramodernes, est quelque chose d'assez différent, qui varie. Il n'y a pas une même conception du territoire, mais qui est assez différent et qui m'a conduit, lorsque j'étais professeur au Collège de France, à consacrer des cours justement à cette notion de la terre et du territoire, pour essayer de comprendre en quoi ces territoires étaient différents, et qui m'a fait prendre conscience du fait que le rapport à la terre, au sens large, était un des instruments les plus importants de la réflexion politique. Ça m'avait beaucoup frappé, par exemple, en lisant Carl Schmitt, que des collègues et amis portaient au nu. Alors j'étais un peu troublé. Un juriste nazi, comme source d'inspiration, c'est toujours un peu gênant. Et en lisant le Nomos de la Terre, par exemple, j'ai été frappé de voir à quel point ce livre était complètement eurocentré, était incapable de concevoir le territoire autrement que dans la perspective westphalienne, justement, et sans ces systèmes interstitiels que constituent la plupart du temps les territoires. Alors, en plus, une chose qui a été bien mise en évidence, je pense en particulier David Graeber et Marshall Sahlins dans leur livre sur les rois, qui a été publié, traduit il n'y a pas très longtemps, ont beaucoup insisté là-dessus à juste titre.
dans les royautés divines ou les royautés sacrées, les royautés extramodernes, disons, le pouvoir du souverain s'exerce non pas sur la terre, mais sur la fertilité cosmique, au fond. Il n'a aucun droit sur la terre. Il peut contrôler les hommes, c'est-à-dire il peut contrôler des clans, des lignages, des groupes de filiation, mais ce sont les hommes qui sont en général des locaux, alors que lui est souvent un étranger, qui contrôlent la terre et ses produits. Et donc cette dissociation entre le pouvoir souverain et la terre est déjà quelque chose de très étonnant pour nous, Européens, qui avons l'habitude de faire une équivalence immédiate entre le souverain et le contrôle, enfin la terre étant ce sur quoi le souverain exerce son autorité. Et donc c'est pour ça que je pense que l'anthropologie et l'histoire, bien sûr, constituent des tremplins, des stimulations intellectuelles intéressantes pour imaginer ce que j'ai appelé d'autres formes de cosmopolitique. Alors cosmopolitique, c'est un concept classique en philosophie politique, un concept qui a été rendu célèbre par Kant, mais dans un sens très particulier, qui était celui, d'ailleurs très légitime et important, de comment concevoir une sorte de société civile planétaire fondée sur l'égalité des droits, sur un projet de paix perpétuelle, cosmopolitique étant aussi lié à la nécessité de l'hospitalité. Alors il y a certains auteurs, je pense à Étienne Balibar par exemple, qui ont insisté sur la dimension hospitalière de la cosmopolitique kantienne, c'est-à-dire notamment l'hospitalité vis-à-vis des migrants, et je pense que c'est une très bonne chose de le faire, mais ce qui manque dans la cosmopolitique de Kant, dans la cosmopolitique d'autres auteurs comme Ulrich Beck par exemple, qui a beaucoup travaillé sur ce concept, ou dans celle de Balibar, c'est une cosmopolitique qui englobe plus que les humains. Et c'est ça qui est caractéristique, au fond, des régimes politiques au sens large, caractéristique des peuples extramodernes, c'est que les humains y ont une présence importante, sous différentes formes, qui ne sont pas toujours les mêmes, et c'est pour ça que l'anthropologie est utile, parce qu'elle permet de serrer, au fond, les différents types de rapports que des peuples peuvent entretenir avec des autres qu'humains. Mais les autres qu'humains, ils sont présents, ils sont représentés. Et il m'a paru qu'à une période, c'était aussi une thématique que Bruno Latour avait développée, il m'a paru qu'à une période où les humains sont conçus comme une force géologique, et où par conséquent la frontière entre phénomènes naturels et phénomènes sociaux est devenue extrêmement poreuse, pour ne pas dire s'est évanouie. Il est important d'imaginer des formes cosmopolitiques dans lesquelles humains et autres qu'humains jouent un rôle qui ne soit pas transposé de ceux que l'on connaît par l'histoire et l'anthropologie, mais qui soit imaginé à partir de dépassements auxquels nous invitent au fond ces systèmes extramodernes. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les relations soient la base, en quelque sorte, le sujet politique plutôt que des individus. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important pour sortir de l'individualisme possessif ou méthodologique, quel que soit le terme que vous lui donniez, qui est le fondement des démocraties libérales et qui est fondé sur l'individu comme base, au fond, de la légitimité politique, selon la définition qu'on a donnée Macpherson dans l'individualisme possessif, c'est-à-dire, au fond, c'est une société de petits marchands qui se possèdent eux-mêmes et qui échangent entre eux des marchandises, et la légitimité de ces échanges est garantie par l'État. En fond, le rôle de l'État, je pense que la situation présente nous montre que c'est vraiment une définition qui met à nu le ressort de ce qu'est l'État moderne, c'est de garantir les échanges entre
individus isolés, en compétition sur un marché, etc. Peut-être, puisque vous venez d'introduire le concept de cosmopolitique, je me disais qu'on pouvait aussi introduire un autre de vos concepts principaux, qui sont élaborés tout au long de votre travail, mais aussi dans ce livre. Et donc il y a celui d'ontologie, qui est très important. Donc une ontologie, c'est une ontologie, pardon. C'est une façon d'organiser ou de composer le monde en répartissant les êtres, humains et non humains, dans différentes catégories. Et cette notion vient en quelque sorte remplacer celle de culture, peut-être pour l'anthropologie, dans la mesure où elle est considérée comme plus fondamentale, et parce que le concept de culture suppose une séparation d'avec la nature qui est le propre d'une seule ontologie parmi d'autres. Et donc vous en dénombrez 4. Je ne sais pas si on va faire la définition de chaque ontologie, on va plutôt prendre par la suite des exemples concrets parmi ceux que vous développez dans le livre. Mais donc il y a ces 4 ontologies: naturalistes, animistes, totémistes et puis analogistes. Et donc en fait on sent bien dans le livre que ces concepts, ontologie, cosmopolitique, en fait procèdent d'une critique des sciences sociales en général et des notions les plus classiques des sciences sociales, donc société, culture, nature, mais aussi en fait histoire, économie, politique, ainsi de suite. Et donc c'est une critique du sociocentrisme des sciences humaines et sociales, mais aussi du sociocentrisme des discours politiques. En fait, j'ai l'impression que c'est à la fois une critique épistémologique et politique. Vous avez très bien défini mon propos. C'est agréable de voir qu'on a été compris. Alors, je voudrais revenir sur la question de l'eurocentrisme des concepts. Je trouve extraordinaire qu'il m'ait fallu aller passer quelques années chez des coupeurs de tête pour me rendre compte que le concept de nature était une invention européenne, tellement j'avais intériorisé en bon étudiant en philosophie ce concept comme étant quelque chose d'universel. Alors c'est vrai que mon directeur de thèse, Claude Lévi-Strauss, y était probablement pour quelque chose, étant le rôle important qu'il confère à l'opposition entre nature et culture, avec de très nombreuses variations, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en faisant une étude un peu systématique à la fois de l'histoire du concept de nature et d'autre part de la façon dont dans d'autres civilisations on avait conçu les formes de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains, je me suis aperçu du caractère exceptionnel et donc très exotique de la cosmologie européenne. Et ce caractère exotique, il est compréhensible parce que entre le XVIIe et le XVIIIe siècle se mettent en place des concepts qui jouent un rôle fondamental pour que l'Europe se forge une conscience d'elle-même dans un processus historique, devienne un sujet historique au fond, et ces concepts, nous en avons hérité comme si ils allaient de soi. Or, ils ont toute une histoire et ils sont, de ce point de vue-là, très liés au destin socio-historique de l'Europe, et on peut se demander s'ils sont pertinents, non seulement, alors ça c'est ce que j'affirme, ils ne sont pas pertinents pour décrire des institutions non européennes, mais on peut se demander s'ils sont encore pertinents pour décrire une situation comme celle que nous traversons, précisément dans laquelle la frontière entre phénomènes naturels et phénomènes sociaux est devenue poreuse. Et donc un travail très important de remaniement conceptuel est vraiment à l'ordre du jour. Et le concept de société, effectivement, m'a paru un autre bon exemple, parce que c'est un concept qui est passé dans le langage commun. Mais si on veut aborder le concept de société, peut-être on peut le faire à travers la critique que vous proposez de Pierre Clastres, puisque justement vous trouvez qu'il y a une forme
d'européocentrisme, de sociocentrisme chez Pierre Clastres. Et donc peut-être pour expliquer pourquoi le concept de société, comme ça a l'air étonnant, le concept de société peut être qu'une simple forme, une catégorie de l'expérience et du monde européen en formation après la paix de Westphalie. Oui. Bon, en tout cas au XIXe siècle, qu'on trouve chez Durkheim par exemple. Donc peut-être pour pouvoir aborder la question de la société, on peut restituer la critique que vous faites, qui est assez intéressante. Je m'interroge dans ce livre sur l'emploi que fait Clastres de la notion de société comme une sorte de sujet transcendantal. C'est-à-dire un sujet abstrait qui vient combattre l'émergence de l'altérité interne à lui-même, à ce sujet, à la société, donc, et combattre donc le surgissement de l'État, c'est-à-dire la séparation d'un parmi les multiples qui devient un chef, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une opposition entre société et État. Il y a une opposition entre... ça s'appelle La Société, son livre le plus fameux, qui est l'extension d'un article qu'il avait publié déjà sous ce titre, ça s'appelle La Société contre l'État. Or, la société sous cette forme-là, la société comme un sujet capable d'action collective, et bien des critiques l'ont remarqué à l'époque, à commencer par Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, ou Lefort, dont Clastres était très proche, l'ont remarqué, la société devient une sorte d'instance transhistorique, du même ordre que celle que Durkheim a instaurée en quelque sorte, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur et extérieur aux éléments qui la composent. Et je trouve ça tout à fait paradoxal pour quelqu'un comme Clastres, qui était un ethnographe, et un bon ethnographe, des sociétés amérindiennes dans lesquelles il n'y a aucune forme possible de la société sous cette forme-là. Du point de vue animiste ou alors, du point de vue animiste, au fond, c'est quoi l'animisme? C'est d'une part l'idée que la plupart des êtres sont des personnes, parce que ces êtres ont une intériorité, donc les humains comme les autres qu'humains, et que ces êtres ont une intériorité qui leur permet de communiquer, de dialoguer entre eux, entre espèces et avec les humains. Mais à cet élément est combiné un autre, qui est le fait que chaque classe d'êtres, chaque forme de vie, si vous voulez, ça peut être des artefacts, ça peut être des ombres sur le mur, ça peut être évidemment des plantes ou des animaux, à des dispositions physiques, biologiques, si vous voulez. Biologique, c'est gênant parce que ce n'est pas toujours des choses vivantes, encore une fois, ce sont des artefacts qui les incitent à se comporter dans le monde d'une certaine façon et qui, à la manière de l'éthologie de Jacob von Uexküll, au fond, construisent des mondes qui sont le prolongement, c'est même pas une construction, c'est-à-dire du fait des capteurs, pour reprendre les expressions de von Uexküll, de ces êtres, ils sont branchés sur tel ou tel aspect du monde, et donc chacun vit dans son monde particulier. Et on a donc ce qu'on appelle, ce que Eduardo Viveiros de Castro a justement appelé un multinaturalisme, c'est-à-dire chaque forme de vie s'exprime dans un monde naturel qui lui est propre. Et cette dissociation entre l'intériorité et ce que j'ai appelé la physicalité aboutit au fait que chaque forme de vie constitue une société en soi. Et donc les toucans, les pécaris, telle ou telle race d'esprit forment une société dont le modèle évidemment est pourvu par le collectif qui, au fond, a des récits sur ces formes de vie, mais qui ont des liens de collectif à collectif. Donc il n'y a pas une société. L'idée même d'humanité, d'ailleurs, n'a aucun sens dans le monde animiste, parce que chaque groupe humain
caractérisé par une langue, par un dialecte, par des peintures corporelles, évidemment je prends l'exemple de l'Amazonie, par des parures, par des outils, par un type d'habitat, etc., constitue une espèce en soi. C'est pour ça que je parle de tribus-espèces. Et ces tribus-espèces ne sont pas des sociétés en ce sens-là, puisque ce qui les caractérise, ce n'est pas des conventions sociales qu'elles vont se donner, c'est le fait qu'elles sont capables de construire des mondes propres, partagés à l'intérieur de ces collectifs. Donc, utiliser le concept de société dans un cadre ethnographique, si vous voulez, de ce type-là, est complètement indu. Et montre à quel point il est périlleux de continuer à utiliser des concepts qui nous ont été légués par ce processus d'émancipation des Lumières européennes, et qui, encore une fois, nous sont devenus des concepts familiers. C'est pour ça que j'emploie le terme de collectif, parce que c'est un terme que j'ai emprunté à Bruno Latour, mais en le détournant un peu de l'usage qu'il en faisait, parce qu'un collectif ne présuppose pas le contenu de ce qui est collecté et des relations d'assemblage au sein du collectif. C'est un terme... C'est pas un collectif d'êtres humains. C'est pas un collectif d'êtres humains, c'est n'importe quel type de collectif. Ça peut être un collectif de pécari, d'esprit, etc., etc. Et je pense que c'est un travail systématique qu'il faudrait faire pour chacun des concepts de base dont nous nous servons, nous les sciences sociales, parce que nous avons une responsabilité aussi. Nature, culture, histoire, économie, c'est des concepts qui se baladent partout, que nous employons hors contexte des sciences sociales, qu'on lit dans les journaux, etc. Et c'est donc à nous d'essayer de transformer ces... Et ce qui est intéressant, c'est que vous proposez quand même une expression, c'est une sociologie animiste, donc pas une sociologie. Et justement, ce qui se passe là, c'est que c'est pas tellement la sociologie qui vient étudier l'animisme, que l'animisme qui vient réformer, transformer la pratique de la sociologie, ou qu'est-ce que doit montrer la sociologie, en un sens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on prend au sérieux ce que je viens de vous dire, à savoir la façon dont, en contexte animiste, on se... figure ce qu'est un collectif et la façon dont il fonctionne et les rapports qu'il entretient avec d'autres collectifs, ça suppose une sociologie complètement différente, évidemment. C'est toujours une sociologie en ce sens qu'il s'agit de rapports sociaux, mais de rapports sociaux qui ne concernent plus que les humains, mais aussi les autres qu'humains. Et donc il y a un travail systématique, et qui évidemment est compliqué à faire, parce qu'il... oblige à décomposer les instruments. Au fond, ce qu'ont fait les sciences sociales, c'est qu'elles ont, du fait qu'il y avait une garantie de l'universalité du monde avec les sciences de la nature, elles ont universalisé les concepts qui permettaient de décrire les collectifs. Mais cette universalisation, elle est indue, puisque en fait, ces concepts eux-mêmes sont des concepts qui sont issus de l'un de ces collectifs, ou l'une de ces formes de collectifs, qui sont les collectifs naturalistes qui sont développés en Europe. Donc il me semble qu'il y a, avec cette introduction, ce remplacement du concept de société par celui de collectif, que la politique est aussi déplacée et rentre dans le rapport établi entre ces collectifs qui doivent négocier les uns avec les autres, notamment dans les sociétés animistes par exemple. Les esprits et les humains et les animaux négocient tout le temps des rapports politiques pour établir leur territoire, leurs frontières. Et voilà, un modus vivendi, en fait, oui. En fait, si mes souvenirs sont bons, parce que je n'ai pas relu l'ouvrage récemment, je parle de deux types de collectifs, de deux grands genres de collectifs, qui sont les collectifs animistes, oui, dont je viens de parler. Donc c'est une multiplication de collectifs d'humains et d'autres qu'humains. Et je parle aussi des collectifs analogistes, qui, eux, sont des systèmes qu'on appelait autrefois dans la langue anthropologique socio-cosmique, c'est-à-dire dans lesquels il n'y a pas de... la société s'étend jusqu'aux frontières du cosmos, c'est-à-dire que l'ensemble des êtres présents dans le monde
sont intégrés dans des dispositifs segmentaires, complexes, d'obligations réciproques, etc., qui sont assez différents des collectifs animistes. Donc là, il y a un macro-collectif avec des segmentations internes. Et de ce fait, les humains sont dans une position importante parce que c'est sur eux que repose la bonne marche de ce collectif, c'est-à-dire en faisant des efforts pour que le cosmos poursuive sa course et que les rapports entre les éléments du cosmos soient harmonieusement répartis, équilibrés, etc. C'est ce qu'on a appelé... Alors, c'est un système... J'en fais pas l'apologie, je me contente de décrire des situations dans lesquelles ça existe. Ce qu'on appelle le mandat divin de l'empereur en Chine, c'est ça. Et peut-être que le système chinois n'est pas un système dans lequel on aimerait vivre. Et je pense que sans faire justement du culturalisme, il me semble que la façon dont les intellectuels du Parti communiste chinois ont transformé le confucianisme pour en faire une sorte de doctrine de philosophie politique à l'heure actuelle, a abouti à une sorte de reproduction ou d'imitation de la philosophie politique impériale ancienne, dont rien ne permet de dire qu'elle soit... elle constitue un monde dans lequel on serait heureux de vivre. Donc, mais tous les collectifs analogistes ne sont pas fondés sur le même modèle, et certains d'entre eux sont moins hiérarchisés, plus diffus, plus fourmillants, disons. Et je prends des exemples qui sont rapportés par ma collègue Marisol de la Cadena, dans le monde andin, où elle montre comment des populations autochtones de la région de Cusco protestent contre un projet d'installation de mines. Et en fait, il est évident que c'est des membres d'un même collectif, c'est-à-dire de montagnes, de sources, de lacs, de divinités, d'apous, comme on dit dans les Andes, etc., qui se mobilisent, mais comme les montagnes ne peuvent pas défiler sur la place centrale de Cusco, ce sont des humains qui le font pour les montagnes. Mais ce n'est pas pour les montagnes en ce sens, ce ne sont pas des délégués des montagnes, ce sont des membres d'un même collectif qui interviennent parce que les montagnes ne peuvent pas le faire. Et c'est pour ça que j'étais fasciné par l'expérience de Notre-Dame-des-Landes, lorsque les zadistes disent nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est le fait de se sentir partie prenante d'un collectif. Et pour revenir à la notion d'hospitalité que j'évoquais tout à l'heure, qui vous offre l'hospitalité, et donc un milieu qui vous offre l'hospitalité, on a des devoirs à son égard, parce que c'est là qu'on vit, c'est là qu'on est bien, c'est là qu'on tisse des liens, et il est normal de tout faire pour que cette hospitalité se passe sous le meilleur régime possible. Ce qui m'a frappé ou interpellé dans le livre et qui m'a particulièrement intéressé, c'est que si on revient un peu à cette question d'une critique de, par exemple, que l'anthropologie pourrait faire au marxisme pour penser qu'est-ce que serait une révolution ou qu'est-ce que c'est une cosmopolitique, il y a, en fait, vous essayez de penser des concepts, par exemple la hiérarchie, sans qu'elle soit inégalitaire. Ou c'est le cas par exemple pour l'animisme, où vous montrez il n'y a pas d'association immédiate ou de relation, de corrélation directe entre les analogistes qui ont souvent des rois et l'État. Déjà il n'y a pas forcément un État et un roi, et par ailleurs pas forcément dans la hiérarchie elle-même, alors qu'il y a une hiérarchie d'inégalité, de rapport d'inégalité. Et pareillement, avec le collectif animiste, qui pour le coup est différent, on ne va pas entrer dans les détails, il y a des relations de prédation.
C'est-à-dire des relations d'unilatéralité, de prise, pas de compensation, donc pas de réciprocité au fond. Et c'est intéressant parce que ça permet, ce que vous faites, de ne pas proposer forcément un communisme égalitaire, utopique, plat, où au fond il n'y aurait pas de prédation et il n'y aurait pas de hiérarchie, mais quelque chose qui, je vous laisserai déployer bien sûr, mais quelque chose qui serait une cosmopolitique où il peut y avoir de la hiérarchie, il peut même y avoir un roi, bon, il y a un roi, mais bon, au fond, c'est pas très grave qu'il y ait un roi. Il est là, à côté, dans son territoire propre, mais ça fait la synthèse du collectif, et nous, on vit notre petite vie avec ce roi très loin, qui ne concerne pas. Et donc, du coup, j'aimerais bien vous entendre développer cet aspect qui m'a particulièrement intéressé. Ça veut dire proposer une cosmopolitique, au fond quelque chose de révolutionnaire profond. D'abord, inspiré de réalité. C'est-à-dire inspiré non pas d'un horizon d'attente utopique qui n'existe pas, mais de pratiques effectives, d'une part. Deux, qui intègrent quand même des rapports qu'on pourrait vouloir avoir abolis après la Révolution, c'est-à-dire la hiérarchie ou la prédation. Oui. Alors, la hiérarchie, c'est quelque chose de très important dans les collectifs analogistes. Tous les collectifs analogistes sont hiérarchiques. Pourquoi ? Parce que quand on est immergé dans un monde composé d'une multitude d'éléments, il faut pouvoir ordonner ces éléments. Il y a donc différents dispositifs que les systèmes analogistes utilisent pour ordonner ces événements, mais le plus simple, c'est encore sans doute la hiérarchie. Et l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, c'est celui de l'analogisme médiéval avec la grande chaîne de lettres, c'est-à-dire une série de chaînons qui sont très proches les uns des autres, mais avec des petites micro-différences et qui vont de l'être, l'ens perfectissimum, Dieu, jusqu'aux créatures les plus humbles, et qui sont toutes reliées à l'intérieur de cette longue chaîne sans qu'on puisse véritablement isoler à l'intérieur des blocs qui seraient des blocs différents. Par exemple, les humains. Oui, bien sûr, il y a des humains là-dedans, mais ils sont liés intrinsèquement à cet ensemble d'éléments de la grande chaîne. Ça, c'est quelque chose qu'on le retrouve partout. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hiérarchie n'a pas besoin d'être inégalitaire. Elle l'est souvent dans les systèmes analogistes. On évoquait la Chine tout à l'heure. On pourrait parler du monde andin achaïque, par exemple, qui était inégalitaire de ce point de vue-là. Il y avait des lignages, d'abord un souverain, ensuite des lignages dominants, et puis quelquefois une politique particulièrement violente de répression des révoltes locales. Mais dans les Andes encore, il y a un exemple que j'utilise souvent, qui a été très bien décrit par ce grand anthropologue et historien qui est Nathan Wachtel, qui est l'exemple des Chipayas de Bolivie. C'est un système très compliqué, un système segmentaire dans lequel tous les éléments sont imbriqués, avec de la hiérarchie, mais c'est une hiérarchie purement symbolique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inégalité de richesse et il n'y a pas d'inégalité de pouvoir. Donc on peut imaginer des hiérarchies symboliques. Louis Dumont et ses élèves ont beaucoup travaillé sur ces questions de dispositifs hiérarchiques avec les différentes formules d'englobement hiérarchique, d'inversion des contraires, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut imaginer des systèmes de ce type-là de la même façon qu'on peut imaginer des royautés, puisque les royautés, les royautés de droit divin qui font gamberger les anthropologues depuis Fraser au moins, sont intéressantes parce que, comme je le disais tout à l'heure, le roi a certains pouvoirs, mais il n'a pas tous les pouvoirs. Et de ce point de vue-là, il n'est pas en mesure, la plupart du temps, de construire véritablement un État. Il est l'image de la fertilité cosmique du royaume, et de ce point de vue-là, il en tire des avantages, notamment parce qu'on lui fournit de nombreuses épouses. Mais il n'a pas prise, au fond, sur certaines décisions politiques qui relèvent encore des groupes locaux.
Donc l'anthropologie nous offre, et l'histoire, un ensemble, une palette institutionnelle d'une très grande richesse, qui encore une fois ne peut pas être transposée telle qu'elle. On ne va pas transformer la France contemporaine en un système analogue à celui des Shipaya, ça n'a guère de sens, mais qui fournit une palette de possibles qui sont autant de stimulants, de stimulation pour l'imagination. Ce qui est intéressant aussi dans le cas alors dans un autre système complètement différent, qui est celui de l'animisme et de la prédation, la prédation, c'est la vie quotidienne, en particulier en Amazonie, du fonctionnement de la chaîne trophique, d'un système complexe dans lequel il y a de la hiérarchie là aussi, c'est une hiérarchie de qui bouffe et qui est bouffé. Et donc cette prédation, elle suppose néanmoins des relations de bonne intelligence entre ceux que l'on mange et ceux qui vous mangent. En particulier, elle met l'accent sur le fait que ce qui est important, c'est les relations entre les êtres. Et je cite à ce propos une demande qui avait été faite par une communauté autochtone de l'Amazonie équatorienne, Sarayaku, à la COP 21, qui demandait la reconnaissance de son territoire pour des raisons qui n'étaient pas du tout des raisons traditionnelles, des raisons d'autochtonie par exemple, mais qui étaient fondées sur le fait qu'ils occupaient un territoire dans lequel toutes les relations matérielles et spirituelles entre les êtres, depuis les humains jusqu'aux esprits, en passant par les animaux et les plantes, étaient des relations originales, d'une grande singularité. Ce qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'on trouve ça partout dans le monde animiste, et en particulier partout en Amazonie. Mais je comprends très bien l'argument qui consiste à utiliser cette conception du territoire pour réclamer une protection. Et donc ce qu'il fallait sauver en l'occurrence, ce n'était pas un territoire comme un lieu, un espace contenant des ressources, qu'elles soient matérielles ou spirituelles justement, mais comme un espace où certains types de relations étaient rendus possibles qu'il fallait protéger. Pour les protéger, il faut protéger le territoire où ces relations se donnent à voir. Et c'est en fait cela qui, pour revenir à une question ou une remarque que vous faisiez tout au début, m'incite à voir comme une bonne alternative au sujet politique individualiste en compétition avec d'autres individus sur un marché concurrentiel, des formes de relations comme étant des sujets politiques. Moi, je me posais une question qui est celle de, peut-être on pourrait dire, l'historicité des ontologies. Donc, de façon générale, comment est-ce qu'on passe d'une ontologie à une autre ? Par exemple, à un moment du chapitre 3, il y a un exemple, je crois, où on passe d'une ontologie animiste à une ontologie analogiste. Mais peut-être en ce qui nous concerne, la question serait comment sommes-nous devenus naturalistes ? Et puis, peut-être ce qui est sous-jacent à ma question, c'est comment, pour ça, on échappe à une histoire en termes de progrès. C'est-à-dire, comme on sait qu'effectivement l'Europe au Moyen-Âge et peut-être aussi à la Renaissance était analogiste, voilà, on pourrait avoir l'impression comme ça que après on mûrit et donc on devient naturaliste. Enfin, voilà. Et évidemment, c'est pas ce que vous dites. Oui, non, c'est pas vraiment ce que je dis. En effet. Alors c'est un problème très important, c'est le que faire de Lénine aussi. Comment transformer un système naturaliste tel que celui dans lequel nous vivons, et qui est, je pense... Et pourquoi c'est important ? Parce que il me semble qu'une des conditions d'émergence du capitalisme industriel, c'est-à-dire au fond le seul qui compte, celui
dans lequel nous continuons à nous trouver, et qui a comme caractéristique de tout transformer en marchandise. Donc c'est un peu le Midas, y compris les rapports entre humains. Comment sortir du capitalisme? On connaît l'éventail des solutions classiques, par la révolution, la nationalisation des moyens de production, etc., la dictature du prolétariat. C'est des trucs auxquels j'avais cru un peu dans ma jeunesse, mais dont je pense qu'ils sont... d'abord, l'exemple historique nous a montré que ça n'a pas marché, pour toutes sortes de raisons. Et ensuite, je pense que il y a une condition fondamentale du capitalisme qui est précisément ce que j'appelle le naturalisme, c'est-à-dire cette idée, d'une part, que les humains sont exceptionnels du fait de leur capacité cognitive et morale, mais que d'autre part, ils sont immergés dans un monde qui, du point de vue des lois de la nature, ne les distingue pas beaucoup des autres êtres organisés ou pas d'ailleurs. Et il m'a semblé que le naturalisme était une condition d'émergence du capitalisme parce que, tout simplement, il considérait, il avait converti les autres qu'humains en ressources, c'est-à-dire en choses. C'est ce qu'on a appelé le désenchantement du monde, d'une certaine façon, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait puiser dans le réservoir des autres qu'humains sans compensation et sans prendre de responsabilité vis-à-vis de l'état du monde, ce qui est complètement exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Tous les peuples se sentent une responsabilité vis-à-vis de l'état du monde. Il n'y a que nous, et encore à l'heure actuelle, l'exemple de Trump le montre tous les jours, Trump ne se sent aucune responsabilité vis-à-vis de l'état de la planète. Donc cet aspect joue un rôle très important dans le surgissement du capitalisme, dans le fait que tout d'un coup il y a des ressources qui émergent, dont on peut tirer parti, qui sont transformables et qu'on peut consacrer à créer des aménités pour les humains. Donc il me semble que sortir du capitalisme demande, entre autres choses, et c'est pas exclusif d'autres formes d'action bien sûr, entre autres choses, d'abord de prendre conscience de ce qu'est le naturalisme, ce qui n'est pas toujours le cas, et d'autre part d'essayer d'aller à l'encontre du mouvement qui a, c'est là qu'on vient à la question que vous posiez, qui a produit le naturalisme, c'est-à-dire c'est un mouvement qui a eu deux conséquences. D'une part, il a exalté l'individualisme, c'est-à-dire l'intériorité humaine comme le critère distinctif au fond de ce qui nous rend supérieurs, nous les humains, à tout autre être, et d'autre part la désubjectivation des autres qu'humains, devenus des choses exploitables et corvéables à merci. Donc si on veut essayer de lutter contre ça, et c'est particulièrement difficile, j'en ai bien conscience, il faut pouvoir à la fois désubjectiver les humains et resubjectiver les autres qu'humains. Alors, désubjectiver les humains, c'est pas une chose facile. C'est un paradoxe, c'est que le programme de naturalisation d'esprit, le programme philosophique de la naturalisation d'esprit, qui vise à montrer que l'intériorité est en fait une propriété émergente des réseaux neuronaux, va dans cette direction, mais je ne pense pas que le résultat aboutisse à une désubjectivation, justement. Je pense qu'il est plus important est peut-être de jouer sur des formes, sur la multiplication des formes d'attachement, c'est-à-dire
l'hyper-individualisme est fondé sur l'exaltation du moi et donc sur le fait de se couper beaucoup des autrui, d'une forme d'existence intersubjective, que cette intersubjectivité se déploie vers des humains ou vers des autres qu'humains. Donc c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut voir, et resubjectiver les autres qu'humains, c'est aussi un travail qu'on peut faire au quotidien, mais qui est individuel, mais qui ne sera pas suffisant, et c'est pour ça que je suis très intéressé par ce mouvement de fond qui a débuté il y a quelques décennies, il y a 2 décennies, qui consiste à donner une personnalité juridique à des milieux de vie. C'est que les milieux de vie deviennent des sujets. Là, de la même façon que des relations peuvent devenir des sujets, et là c'est une forme de relation aussi. Hein, le milieu de vie, c'est des relations. Il y a une base territoriale, bien sûr, mais à l'intérieur de cette base territoriale, il y a des êtres qui sont des humains et des autres qu'humains, et qui sont hypostasiés en un sujet politique. Et ce sujet politique, au fond, vient inverser pour la première fois le sens de l'appropriation. Je parlais tout à l'heure de l'hospitalité. Ce ne sont plus les humains qui s'approprient un territoire ou des ressources dans un territoire. C'est un milieu de vie qui offre l'hospitalité à des humains, qui est propriétaire de lui-même, et qui donc peut être représenté par des humains qui y résident, mais qui ne sont pas en dernière instance les propriétaires de ce milieu de vie, mais simplement des délégués ou des gens accueilles. Et donc, finalement, ça c'est une lutte qui est institutionnelle, c'est-à-dire on en passe par les institutions juridiques pour... C'est l'une des façons de procéder. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'a pas besoin de grand soir pour ça. Le Parlement néo-zélandais, qui a été pionnier dans cette affaire en donnant une personnalité juridique au fleuve Wanganui, n'était pas un paradis de gauchistes. Hein, et simplement, ils ont tiré les conséquences, au fond, de la... ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire quand même. C'était dans l'arrêté qui crée la personnalité juridique du fleuve Wanganui. C'est pas le fleuve lui-même, hein, c'est une personne juridique, mais qui comporte à la fois le fleuve, ses berges, les habitants, les plantes, les animaux, l'écosystème, etc. Il parle des éléments physiques et métaphysiques de ce milieu de vie. Donc c'est rare que des juristes parlent d'éléments métaphysiques d'une entité. Et donc c'est des petites choses comme ça, c'est des petits correctifs qui sont possibles, puisque on a de nombreux exemples maintenant dans différentes régions du monde avec des systèmes juridiques qui sont assez différents, de reconnaissance. Alors il faut voir comment ça va se développer au fil du temps, bien sûr. Parce que d'une certaine façon, la question de l'institutionnalisation et du droit, elle présente les mêmes types d'objections que présente aujourd'hui le droit, que les marxistes pourraient dire bourgeois, enfin que le droit constitutionnel, qui en un sens fonctionne pour distribuer, par exemple, les articles qui font fonctionner la Constitution. Il y a l'article 16 pour prendre les pleins pouvoirs, l'article qui permet de dissoudre ou de nommer le ministre. Mais en même temps, il y a tout un tas d'éléments qui sont plus narratifs, qui sont le peuple auto-institué, égalité en droit, etc., qui, eux, demeurent comme dans une scission, dans une dissociation. Et peut-être que une institutionnalisation juridique de la personnalité des fleuves ou de n'importe quel espace, lieu animé, reconnu comme tel, va se présenter avec la même difficulté qui est une division entre la reconnaissance narrative presque de ce fleuve a telle propriété métaphysique, telle histoire, etc. Et voilà,
la manière dont c'est ensuite géré, en fait, les types de gestion pratique à quoi ça va donner lieu. Et donc, je voudrais savoir comment vous articulez l'effectivité de ce droit à la reconnaissance de la personne. La reconnaissance, après tout, on reconnaît certains droits à certains êtres, mais finalement, on les tue quand même. Enfin, voilà. Oui, non, c'est une question importante, mais je voudrais d'abord dire que moi j'étais un grand croyant dans le droit bourgeois, c'est-à-dire dans l'idée que le droit c'est la codification du pouvoir de la bourgeoisie sur les masses, et puis je me suis rendu compte au fil du temps et en discutant beaucoup avec des juristes que le droit était en fait extrêmement souple et permettait beaucoup de choses et que n'était pas justement simplement cette codification. L'implémentation de ces dispositions juridiques est en effet fondamentale, et pour le moment la réponse est qu'on ne sait pas encore, puisque les cas les plus anciens, c'est je crois ceux de la Nouvelle-Zélande. Il y a plusieurs milieux de vie en Nouvelle-Zélande. Il y a un volcan, le Taranaki, un fleuve en Ganui, une forêt aussi. Il y a un fleuve en Colombie, l'Atrato. Il y a une rivière au Québec aussi, la Magpie, etc. Il y a même une lagune en Europe, en Espagne, près de Murcie, le Mar Menor. Et on commence juste à voir comment ça va fonctionner. On ne sait pas très bien comment ça va fonctionner. Mais l'idée même, intellectuellement, je pense, que un milieu de vie puisse être propriétaire de lui-même et, au fond, fasse prévaloir ses droits sur ceux des humains est quelque chose déjà qui est un renversement conceptuel fondamental et qui est très différent, à mon sens, de ce qu'on appelait les droits de la nature. L'Équateur, en 2008, si mes souvenirs sont bons, et la Colombie, l'année suivante, a reconnu dans sa constitution les droits de la nature. Mais ça veut dire simplement que ça permet des actions déclenchées par des citoyens de façon à protéger certains types d'environnements. Et le droit de la nature, en fait, c'est une abstraction, parce que la nature elle-même est une abstraction. On a beau l'appeler Pachamama, c'est quand même une abstraction. Et le fait de permettre à un citoyen de lutter contre une dégradation environnementale ou un crime environnemental ne change pas du tout conceptuellement le rapport qu'il y a entre les humains et les autres humains. Alors que donner des droits à un milieu de vie en particulier, c'est-à-dire qu'on peut délimiter, dont on peut faire l'inventaire des composantes, et c'est tout à fait différent. Donc la réponse est oui, il faut voir comment ça va se passer. C'est d'une part une révolution conceptuelle dont on peut penser qu'elle va avoir de plus en plus d'importance, et d'autre part, il faut effectivement appuyer je pense que la situation est trop grave, à la fois dans les excès du capitalisme et la dévastation qu'il induit d'une part, et dans la destruction de la planète, pour ne pas essayer au fond le plus grand éventail possible de solutions. C'est pour ça que je suis évidemment très attentif à ce que les populations autochtones un peu partout autour de la planète font, non seulement pour défendre leur droit à un territoire, mais pour les formes extrêmement inventives qu'elles imaginent pour conceptualiser ce rapport au territoire de façon à ce qu'il soit entendu, à ce que ce qu'elles réclament soit entendu par les puissances dominantes, par l'industrie extractive, par les États, etc. De la même façon, l'expérience des territoires alternatifs, des ZAD
ou des apatistes me paraît intéressant parce que ce sont des expériences justement auxquelles, au jour le jour, elles construisent des formes de rapport entre humains et autres qu'humains qui n'ont pas été transmis par la tradition, la différence de ce qui se passe avec les populations autochtones, mais qui sont inventées sur le champ par des gens qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de ce genre de pratique. Donc l'effet d'exemplarité me paraît important. Et puis, dans un autre domaine, encore une fois, comme celui des droits ou d'autres types de droits, je vais participer au Sénat la semaine prochaine à un débat sur ce qu'on appelle en France les sections de communes, qui est à l'initiative de sénateurs et de collègues qui ont développé des recherches sur ce domaine. Les sections de communes, ce sont des associations de propriétaires dans des communes qui ont en commun la jouissance de certains espaces, qui sont le plus souvent des forêts ou bien des pâturages, qui sont des phénomènes intéressants parce que ce sont des communs qui ne sont pas propriété des collectivités territoriales ou de l'État, ni des individus, mais ces communs supposent que les propriétaires s'organisent en collectif précisément pour les préserver et en user. Or, en France, il y a des dizaines de milliers d'hectares de systèmes de ce type-là. Donc, pour revenir à la question du droit, bien sûr, les collectivités territoriales et l'État font tout pour essayer de supprimer ces espaces en commun, mais néanmoins, ils sont intéressants parce que c'est l'exercice au quotidien, au fond, de ce que c'est que de s'associer pour défendre et utiliser un commun. Donc, toute cette prolifération d'expériences me paraissent intéressantes, plutôt que de penser au grand soir dont je doute fort qu'il se produise. Vous avez dit que un des arguments en Nouvelle-Zélande pour la proclamation de la personnalité juridique pour le fleuve, je me rappelle bien, oui, c'était des entités métaphysiques. Non, et la pluralité des entités métaphysiques réapparaît dans votre livre à chaque fois qu'on réclame le droit, le rapport d'un certain collectif à un territoire. Un des éléments constitutifs de ce rapport, c'est les esprits, et les esprits au pluriel. Donc il me semble que une des entités que l'anthropologie étudie dans ce tableau des 4 ontologies, c'est les esprits. Les esprits sont une des entités des autres qu'humains que vous mentionnez. Pourtant, j'ai l'impression que dans notre ontologie naturaliste et dans notre rapport naturaliste au territoire, je ne sais pas quel rôle jouerait l'esprit, surtout l'esprit au singulier. Non, parce que au sens de Hegel. Oui, parce que l'esprit n'est plus au pluriel dans une entité naturaliste. Non, oui. Il s'est singularisé. Et donc, dans cette singularisation, son rapport à la Terre a peut-être changé. Voilà, rapport... Oui, bien sûr. Non, mais les esprits... La figuration, c'est un argument que j'ai développé à la fin de mon livre « Les formes du visible ». La figuration a pour objet notamment de faire apparaître, de rendre présent ce qui n'est pas présent, et de ce point de vue-là, notamment ce que traditionnellement on définit comme des entités lumineuses, c'est-à-dire des esprits, des divinités, des choses comme ça. Et les esprits qui étaient si présents en Europe jusqu'au Moyen-Âge se sont peu à peu dissipés. C'est Le Goff qui disait à propos du
du grand déboisement des abbayes, une religion née à l'ombre des palmiers n'a eu de cesse d'abattre les arbres, parce qu'effectivement les arbres c'était à la fois des ressources, c'était un défrichement pour les cultures, mais c'était aussi le siège des dryades, des amadryades et de tous ces esprits qu'il fallait éradiquer. Cela dit, là aussi, il y a une transformation. J'ai lu il n'y a pas très longtemps comment s'appelle, la charte d'un parc régional, qui est le parc des Bauges, dans les Alpes. Et au détour d'une ligne, c'est une collègue juriste qui a attiré mon attention là-dessus, j'ai eu la surprise de constater que l'une des missions du parc est de protéger les esprits de la nature. Dans une France laïque, républicaine et centralisatrice. Donc personne ne sait ce que sont les esprits de la nature dans les montagnes des Bauges, mais enfin, le fait même qu'on y ait pensé est intéressant. On revient effectivement à cette affaire des éléments matériels et physiques et métaphysiques. Je pense que les humains sont environnés d'autres qu'humains qui sont pour certains visibles, pour d'autres invisibles, et qui constituent au fond la toile de fond de notre existence. Pour nous, les invisibles, ce ne sont plus les esprits maintenant, depuis le Moyen-Âge, ce ne sont plus des divinités, ce ne sont même plus les saints, ce sont des entités plus à la fois plus concrètes et qui requièrent moins d'imagination. Ce sont les interlocuteurs de ChatGPT, par exemple. C'est qui sont pas des sujets physiques, c'est des sujets matériels, mais pas des sujets physiques. Ce sont des entités qui nous environnent et avec lesquelles de plus en plus de gens interagissent. Donc, cela dit, j'ai aucune idée de comment les choses vont se développer. Il y a de plus en plus de gens qui aiment bien se promener tout nus dans la forêt pour embrasser des arbres. Et donc, on peut supposer que ces fameux esprits de la nature du parc des Bauges, pour un nombre non négligeable de nos contemporains, sont là. Peut-être justement, moi j'avais une question une dernière question à propos de l'avenir en fait. Parce que j'ai l'impression, vous l'avez dit une fois au cours de l'entretien, puis je crois que ça apparaît une ou deux fois dans le livre, j'ai l'impression que vous dites que on a pris conscience que nature et culture ne sont pas séparées en fait. Du coup, je me demande, est-ce que ça revient à dire que finalement, il y a une sorte de sortie du naturalisme qui s'annonce par certains événements. Voilà, est-ce que la conscience de l'Anthropocène annonce cette sortie ? Et voilà, sommes-nous de moins en moins naturalistes à mesure qu'on a de plus en plus conscience du bouleversement climatique ? Alors, c'est une question difficile parce que des gens le sont, de moins en moins naturalistes, mais le naturalisme en tant que tel, c'est pas simplement d'être conscient de la porosité des frontières entre nature et société. Il y a des conséquences concrètes. À partir du moment où on a arrêté de faire des procès aux animaux, par exemple, on est vraiment devenu naturaliste. Pourquoi ? Parce que dans certains de ces procès, non seulement on condamnait les animaux à mort, mais quelquefois on les excommuniait. Ça veut dire quoi d'excommunier des animaux ? Ça veut dire de les expulser de la communauté chrétienne. Donc c'est vraiment les faire sortir du monde social, de ce grand collectif socio-cosmique, et les expulser dans les ténèbres extérieures de la non-existence sociale et métaphysique.
quand est-ce qu'on va recommencer à faire des procès aux animaux? Quand est-ce qu'on va avoir représenter au Parlement des moutons, des autobus ou des intelligences artificielles d'ailleurs, c'est-à-dire effectivement des autres qu'humains? C'est pas pour tout de suite. Donc la stabilité institutionnelle du naturalisme est avec nous pour longtemps, même si on a des indices de dissolution dans les marges, dans les frontières. Les institutions naturalistes sont solides et je ne les vois pas prêtes tous ces choses que j'ai évoquées, hein, de ces expériences politiques des populations autochtones, des territoires alternatifs ou tout simplement des juridiques avec la personnalité juridique des milieux de vie, ce sont des petits coups de projecteur, ce sont des petites des mines que l'on enfonce dans le dispositif pour faire éclater là ou là des failles. Mais on est encore loin de... Le problème, c'est une course de vitesse. Hein. Le réchauffement climatique, lui, n'attend pas. J'aurais peut-être une question un peu technique pour finir pour ma part. C'est la place à accorder à ce que vous appelez l'analogisme dans ce récit, parce que, ou dans ces hypothèses, parce que il me semble que vous prenez au fond le parti de l'animisme beaucoup plus que de l'analogisme, la personnalisation, enfin, accorder une personnalité, et c'est moins l'analogisme qui est central pour vous, en tout cas. Et je me demandais pour quelle raison, et aussi qu'est-ce que ce serait une intervention analogiste à l'intérieur du naturalisme, une entrée. Et cette question, quand je me la suis posée, elle aboutit plutôt à des conséquences négatives, au sens plutôt pessimiste, puisque au fond, si on regarde le modèle analogiste, c'est une unification de la totalité hiérarchisée, où des places sont distribuées, avec un centre vide depuis lequel tout dérive. Et au fond, ça ressemble à la structure administrative d'une formation impériale, c'est-à-dire d'une formation politique impériale. Et quand on regarde les exemples que vous nous donnez, à part 2 ou 3 exemples, la plupart des exemples émergent dans des empires. Même Plotin, en 246, c'est un Romain, dans l'Empire romain, au moment où il décline, mais à l'Empire romain. Et l'Empire chinois, bon, voilà, c'est un empire qui... Et donc, du coup, je me demande, c'est une vision pessimiste, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi la possibilité d'un déplacement, une sortie du naturalisme, effectivement, lente, mais qui passerait non pas par l'hypothèse animiste d'un retour des personnes, mais par l'hypothèse beaucoup plus, qui pour moi ressemble de loin à une forme impériale, voire cybernétique, c'est-à-dire qu'au fond l'analogisme est m'a l'air compatible avec une gestion de l'univers fragmenté, éclaté, pulvérisé, via des positions qu'on aurait dans une structure, etc. Donc voilà, ma dernière question pessimiste, c'est est-ce que on n'est pas en train de vivre, au fond, la sortie du naturalisme, mais pas principalement dans le sens de l'animisme, et beaucoup plus dans le sens d'un analogisme technicisé, technologisé, d'un analogisme pris en charge par des machines. Voilà, c'est une hypothèse pessimiste. Oui, malheureusement, c'est une possibilité, et c'est ce que j'évoquais à propos de la Chine en début de l'entretien. C'est une possibilité qui est en train de se réaliser en Chine, sans aucun doute, et probablement au-delà même de la Chine. Je pense que le seul moyen qui est contradictoire d'ailleurs, de l'éviter, d'abord c'est de prendre conscience de cela, de ce que c'est, et d'autre part d'avoir une claire conscience que parce qu'au fond
le naturalisme est né du dépassement, disons, si on veut, de l'analogisme. Et ce dépassement s'est fait notamment par l'individualisme, c'est-à-dire le fait qu'on a extrait de cette masse indistincte d'êtres hiérarchisés des individus humains, certains en tout cas, d'abord des blancs, des hommes, des lettrés, des gens fortunés, etc. Puis petit à petit sont venus s'agréger d'autres êtres humains à cet ensemble pour constituer l'idée de l'individu maître de lui-même et possesseur de lui-même. Donc essayer de lutter contre ce qui pourrait être une sorte de retour de l'analogisme, sans pour autant tomber dans le piège de l'hyperactivation de l'individualisme. Je ne saurais pas dire comment éviter cela, si ce n'est en étant conscient du risque. Cela dit, l'exemple de la Chine, je ne suis vraiment pas un spécialiste de la Chine, mais j'ai des collègues sinologues avec lesquels je discute régulièrement et qui me signalent précisément cette montée de l'individualisme en Chine qui est très nette. Donc la conscience que on ne peut échapper à l'analogisme qu'en développant l'individualisme est très présente dans la jeunesse chinoise. Quelle alternative à cela? Je n'ai pas de réponse. C'est un gigantesque projet collectif qui nous attend, enfin qui vous attend, je ne suis plus très jeune, pour le 21e siècle, hein, pour essayer d'imaginer effectivement des ontologies, ou des façons de faire monde qui soient différentes de celles que nous avons connues, qui soient moins insatisfaisantes aussi que celles que nous avons connues.